Comme anticipé dans les deux dernières vidéos, voici le premier volume dédié à l'avatar Akhenaton, précurseur du Christ. Entre 2400 avant Jésus-Christ et 1362 avant Jésus-Christ, les Elohim et les gardiens de l'univers harmonique numéro 2, c'est-à-dire les dimensions 4, 5, 6, et l'univers harmonique numéro 3 des dimensions 7, 8, 9, avaient orchestré la barrière de fréquence et la quarantaine de la Terre en 9540 avant Jésus-Christ afin d'empêcher la sphère de la Menti de détruire la Terre après qu'elle soit descendue prématurément à travers l'arc de l'Alliance à la suite du cataclysme Atlante. Et depuis 9540 avant Jésus-Christ, la sphère d'Amenti était stockée sous haute sécurité dans les bandes de fréquence des plans astraux de la quatrième dimension. La grille terrestre s'était stabilisée et sa vitesse vibratoire avait augmenté depuis l'époque de l'Atlantide. Et les races gardiennes avaient prévu de réintégrer la sphère d'Amenti dans le noyau terrestre à travers la barrière entre la troisième et la quatrième dimension lors de la prochaine ouverture naturelle du cycle temporel. Qui était prévue, la prochaine période de fusion dimensionnelle, était prévue se produire en 2409 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, la sphère aurait pu être renvoyée dans le noyau de la Terre chaque fois que la vitesse de la grille terrestre augmenterait suffisamment pour contenir les fréquences du champ morphogénétique de la flamme bleue de Tara, qui devait être incarnée sur la planète pour que les salles d'Amenti s'ouvrent. Comme la race du cloître Melchizedek détenait l'empreinte du cinquième brin d'ADN qui attirerait les fréquences de cinquième dimension dans la grille terrestre, l'ouverture des halls d'Amenti, des salles d'Amenti, dépendait de la présence sur Terre d'un nombre suffisant de Melchizedek et des races hybrides du cinquième brin pour augmenter la vitesse de la grille suffisamment pour contenir la flamme bleue. Afin d'augmenter la vitesse de la grille, la vitesse fréquentielle, 8% de la population mondiale totale devait avoir le cinquième brin activé, ce qui signifiait que la sphère d'Amenti ne pouvait pas descendre dans le noyau terrestre avant qu'une concentration de Melchizedek, du cloître Melchizedek ne soit née. La deuxième vague de naissance massive d'âmes du cloître Melchizedek devait se produire vers 1500 avant Jésus-Christ. Et donc, la date provisoire pour l'ouverture des salles de la Menti a été fixée pour la période suivant cette date. Après la vague de naissance des Melchizedek, donc de 1500 avant Jésus-Christ, des plans ont été élaborés pour l'ouverture des salles de la Menti. Cette opportunité serait également utilisée pour commencer la réintégration du champ morphogénétique des âmes Anu-Melchizedek. Vous vous souvenez, une faction des Anunnaki qui avait opté pour une régénération génétique grâce à la matrice haute Melchizedek et qui était stockée à Alcyone sous le sceau des Templiers qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, sinon la précédente tout court, pour la guérison de ces codes ADN. Il fut décidé qu'en 1398 avant Jésus-Christ, un avatar de l'univers harmonique numéro 2 naîtrait sur Terre à travers le champ morphogénétique d'Anu Melchizedek, et puis à travers la sphère de la Menti et finalement sur Terre. En transmettant l'essence de l'âme d'un avatar qui portait au moins des fréquences à 9 dimensions dans son champ morphogénétique personnel, les déviations de l'empreinte génétique dans le champ morphogénétique des Anu Melchizedek pourraient être réalignées avec les modèles de fréquences de l'univers harmonique numéro 2. Ce processus servirait à purifier le champ morphogénétique des Anu et de ses distorsions et à intégrer les Anu dans le champ morphogénétique du cloître Melchizedek dans la sphère d'Amenti. Après la naissance de cet avatar, les peuples d'Anu seraient libérés du sceau des Templiers et pourraient monter à Tara avec les races non scellées lorsque les salles de l'Amenti s'ouvriraient. La naissance de l'avatar déclencherait, pour ainsi dire, ou augmenterait rapidement la fréquence de la grille terrestre, ce qui à son tour provoquerait une augmentation du taux vibratoire du noyau, de sorte qu'une étincelle serait libérée
du noyau terrestre dans l'arc de l'Alliance, libérant ainsi la sphère d'Amenti dans le même noyau. L'avatar choisi pour ce projet était une essence d'âme Anunnaki pure, désignée par le Conseil syrien de l'univers harmonique numéro 2. Il était nécessaire qu'un Anunnaki remplisse ce rôle afin de réaligner l'empreinte génétique Anu sur son ordre d'origine. L'Avatar est né en 1398 avant Jésus-Christ dans la ville de Thèbes, en Égypte, en tant que fils d'un père Ser égyptien et d'une mère Anu Melchizedek. Cet enfant est devenu connu sous le nom de Aménophis IV, fils du pharaon Aménophis III et de la reine Tiyi. Lorsque l'enfant a grandi, il a changé son nom en Akhénaton et a commencé le mouvement atoniste au sein de la lignée dynastique du nouvel empire égyptien. À la naissance d'Akhénaton en 1398 avant Jésus-Christ, l'arc de l'Alliance a été ouvert et la sphère d'Amenti est descendue dans le noyau terrestre à partir des bandes de la dimension numéro 3. 12 ans plus tard, en 1386 avant Jésus-Christ, la flamme bleue de l'Amenti descendit et fut incarnée donc par le détenteur de la flamme du cloître Melchizedek qui devint le grand prêtre du mouvement atoniste, Akhénaton. Son père, Aménophis III, mourut en 1385 alors qu'Akhénaton n'avait que 13 ans. Et Akhénaton servit comme régent avec sa mère, la reine Ti, jusqu'en 1370 avant Jésus-Christ, date à laquelle, à l'âge de 28 ans, il commença son règne pharaonique qui dura 17 ans. Le groupe d'âmes du cloître Melchizedek, qui devait servir de gardien de la flamme, naquit à cette époque en synchronisation avec la naissance d'Akhénaton, afin qu'ils soient aux endroits appropriés pour remplir leur rôle lors de l'ouverture des salles de la Menti. Les salles ouvrirent 12 ans plus tard, en 1374 avant Jésus-Christ, après que les fréquences de la flamme incarnée se soient stabilisées dans la grille terrestre. À ce fin, à l'âge de 24 ans, Akhénaton fut emmené dans la terre intérieure par les prêtres d'Our et formé au processus d'ascension qu'il mènerait une fois sa formation terminée. En 1367, à l'âge de 31 ans, Akhénaton fut chargé de déplacer son siège de pouvoir de Thèbes vers un endroit de l'Égypte centrale appelé Tel El Amarna, où il construisit la ville d'Akhétaton en l'honneur du dieu Aton et de la loi de l'Ain. Il fut conduit à cet endroit par les prêtres d'Our, car là, sous le sol, se trouvaient des portails reliant la terre intérieure, à travers lesquels il pouvait passer dans les portails situés sous la grande pyramide de Gizeh, où se trouvait l'arche de l'Alliance et la connexion aux salles d'Amenti. La pyramide de Gizeh était toujours sous le contrôle et la protection des prêtres ammonistes de la lignée des Sers égyptiens, parmi lesquels un sentiment anti-atoniste était très présent. Les prêtres d'Our ne voulaient pas que l'ouverture des salles d'Amenti soit connue de la caste générale des prêtres ammonistes, car certains abus de pouvoir et des formations du credo templier original étaient devenus courants dans ce groupe, et seuls les Melchizedek du cloître, nés dans l'élite des serfs égyptiens, étaient autorisés à connaître l'ouverture des Lamenti. La nouvelle ville de Tel El Amarna permettait à Akhénaton et à ses disciples de vaquer à leurs occupations d'ascension sans attirer l'attention des prêtres des serfs égyptiens, et permettait également un accès facile à travers la terre intérieure à Gizeh, Thèbes, Jérusalem et la ville d'Our le long de l'Euphrate. En utilisant les transports de surface, ces endroits étaient à des centaines de kilomètres les uns des autres, mais à travers les portails de la terre intérieure, ces endroits étaient accessibles en quelques instants. Le but d'Akhénaton en venant sur Terre était d'assurer l'ouverture des salles d'Amenti, de réaligner le champ morphogénétique des races Anu afin qu'elles puissent être réintégrées dans la sphère de l'Amenti et orchestrer l'ascension des Templiers Anu, des Anu Melchizedek et d'autres individus sélectionnés de diverses races qui voulaient rejoindre donc euh, la, la loi de l'Ain et se réunir avec le credo des Melchizedek originel, la loi du Graal.
Donc, les individus qui étaient acceptés pour l'ascension devaient avoir quand même des codes génétiques suffisamment évolués pour subir ce processus d'évolution. Les Anous, une faction bienveillante donc de la race Anunnaki, vivaient en concentration dans la terre intérieure et étaient également dispersés dans les terres d'Égypte et au-delà. Par les passages intérieurs, les Anous des divers endroits étaient amenés à Kétaton, à Tel et la Marne, pour une initiation et une formation à l'ascension, puis emmenés secrètement dans les chambres inférieures de la grande pyramide de Gizeh, où ils pouvaient passer par les salles d'Amenti et retourner à Tara. Bien que les salles avaient été ouvertes en 1374 avant Jésus-Christ, Akhenaton a commencé les pratiques d'ascension qu'en 1367, lorsque son sanctuaire à Akhetaton avait été préparé et sa formation avec les prêtres d'Our était achevée. Pendant 5 ans, entre 1367 et 1362 avant Jésus-Christ, Akhenaton a formé et fait ascensionner avec succès plusieurs milliers de personnes à travers les salles d'Amenti, en secret et sans incident. Bien que ses engagements spirituels lui laissaient peu de temps ou d'intérêt pour les affaires terrestres plus mondaines de la politique, ce qui les rendit très impopulaires parmi la population égyptienne en général, il réussit assez bien à remplir ses objectifs en s'incarnant sur Terre et était tenu en haute estime par les peuples de la Terre intérieure et les habitants de la surface qui comprenaient l'importance de son travail. Son succès fut cependant de courte durée, car ses tendances moins désirables d'arrogance, d'intolérance envers les croyances des autres et de favoritisme envers les peuples nous mirent un terme prématuré à ses réalisations et créèrent finalement un revers majeur dans le grand plan de préparation des races à l'ascension massive. Akhenaton est toujours principalement considéré comme un maître et un avatar vénéré parmi les descendants du peuple Melchizedek, qui comprennent les objectifs de son travail sur Terre. Il mérite beaucoup de crédit pour ses réalisations dans le réalignement de l'empreinte génétique des races Anu et la réintégration de leur champ morphogénétique dans la sphère d'Amenti. Bien que sa mission générale sur Terre ait été couronnée de succès, il convient de mentionner les événements peu souhaitables qui ont coloré son règne en tant que pharaon. En raison de ces événements, les salles d'Amenti furent à nouveau fermées et la quarantaine sous laquelle les races avaient évolué depuis 9540 avant Jésus-Christ resta en vigueur bien après son intention initiale. Akhenaton pratiqua donc avec succès les rites d'ascension parmi les populations d'Anu entre 1367 et 1362, suivant les directives des prêtres d'Our dans la terre intérieure. Les tensions, par contre, commencèrent à monter entre Akhenaton et la prêtrise d'Our lorsqu'il reçut l'ordre de commencer l'ascension d'autres individus n'appartenant pas à la lignée des Anu. Dans son accord d'âme originel, Akhenaton devait réintégrer le champ morphogénétique d'Anu Melchizedek dans la sphère d'Amenti, veiller à ce que les salles soient ouvertes, puis superviser la formation et l'ascension de tous les individus dont les codes génétiques leur permettraient de passer par les fréquences de la cinquième dimension jusqu'à Tara. Les serfs égyptiens et toutes les autres races devaient être considérés de manière égale pour ce processus. Mais Akhenaton, dès le début, fit preuve d'un favoritisme extrême envers les êtres d'origine Anou et d'un préjugé injustifié envers celles de la lignée serre égyptienne. Pour apaiser les prêtres d'Our, Akhenaton autorisait certains serfs égyptiens à participer au programme d'initiation, mais les excluait ensuite systématiquement des étapes finales de la formation, de sorte que la possibilité de terminer le programme d'ascension leur était refusée. Les prêtres d'Our et les Élohim élaborèrent un plan alternatif selon lequel les gardiens du cloître Melchizedek de la Flamme Bleue, qui occupaient des positions stratégiques au sein du conseil intérieur d'Akhenaton, seraient autorisés à mener des rites d'ascension sous la direction des prêtres d'Our, sans qu'Akhenaton ne soit au courant de leur activité. Les gardiens de la Flamme Bleue étaient dirigés par la principale détentrice de la flamme, une femme nommée Phélopéa, qui occupa longtemps le rang de grande prêtresse des temples atonistes d'Akhétaton. Le cercle intime des gardiens de la flamme était composé du général Aremhab, chef des armées stratégiques d'Akhénaton, au nord,
du médecin en chef de la cour d'Akhénaton et de son demi-frère aîné illégitime Sabatot, ainsi que de sa quatrième femme, Anki, historiquement connue sous le nom de Kia. Il y avait environ 200 autres membres des Melchizedek de la Flamme Bleue dans les rangs d'Akhénaton, qui avaient été initialement envoyés pour les soutenir dans ces efforts. Comme ses préjugés personnels et son intolérance envers les Égyptiens, les serfs égyptiens avaient altéré sa capacité à remplir correctement ses devoirs d'ascension, les Melchizedek de la Flamme Bleue furent aidés par les Élohim pour effectuer l'ascension de nuit en utilisant un passage alternatif menant à la grande pyramide de Gizeh. Grâce à cette route alternative, les gardiens de la Flamme Bleue n'auraient pas à traverser les parties de la terre intérieure par lesquelles Akhenaton avait mené ses ascensions, de sorte que les deux groupes pourraient remplir le contrat d'ascension tout en contournant les tendances personnelles d'Akhenaton. Entre 1363 et 1362, les gardiens de la Flamme Bleue ont conduit les serfs égyptiens qualifiés et d'autres à l'Arche de l'Alliance à Gizeh, faisant monter avec succès plusieurs centaines d'individus non descendants d'Anou à travers les salles d'Amenti. En 1362 avant Jésus-Christ, l'inévitable s'est produit, et Akhénaton a découvert les activités des gardiens de la Flamme Bleue, a accusé les membres identifiés de trahison et les a condamnés à mort. Parmi les personnes condamnées à mort se trouvait sa quatrième femme, Anki, et son demi-frère, Sabatot. Avec l'aide des Élohim, ces individus furent exilés à Gizeh et placés sous la protection d'un groupe restreint des prêtres égyptiens qui avaient été autorisés à connaître les secrets de la Menti. La quatrième femme d'Akhénaton, Anki, avait donné naissance à un fils, d'ailleurs, en 1363, et l'enfant fut plus tard secrètement emmené à Gizeh par sa mère et plusieurs autres gardiens de la Flamme Bleue. La filiation du général Aremhab au gardien de la Flamme Bleue n'avait pas encore été découverte, et il resta un agent dans les rangs d'Akhénaton, tentant d'adoucir la colère, sa propre colère, envers ceux qui percevaient comme des traîtres. En 1362, peu après que l'enfant ait été emmené d'Akhénaton à Gizeh, une confrontation finale a eu lieu entre Akhénaton et les gardiens de la Flamme Bleue. La confrontation a eu lieu dans les passages cachés sous Gizeh. Quand Akhénaton et ses hommes suivirent Aremhab par la route alternative du portail et attrapèrent les gardiens de la Flamme Bleue dans leur pratique d'ascension, à l'aide du bâton, Akhénaton tenta de fermer les salles de la Méhentie. La détentrice de la flamme transmit, Félopéa, les fréquences de dimension 5 contenues dans son corps à Anki, qui devait être la prochaine détentrice de la flamme. Anki transmettait les fréquences de dimension 5 de la flamme dans la sphère de la Menti pour contrer les transmissions du bâton, forçant les salles à rester ouvertes. Akhenaton et Anki furent tenus dans un duel d'énergie avec la sphère d'Amenti entre eux. Sabatot, le demi-frère méconnu d'Akhenaton, récupéra l'instrument technologique du bâton des mains d'Akhenaton et activa les fréquences de la deuxième dimension dans l'espoir de faire tomber le bâton des mains d'Akhenaton, craignant que le duel de pouvoir qui se déroulait ne détruise la sphère de la Méhentie. En un bref instant, pourtant, le cours de l'histoire voulue fut changé, car les transmissions d'énergie de deuxième dimension du bâton interagissaient avec les transmissions d'énergie de cinquième dimension pour créer un champ de fréquence à double harmonique. Lorsque le double harmonique fut frappé, la barrière énergétique autour de la sphère de la Méhentis s'effondra, ouvrant le champ morphogénétique terrestre dans la sphère, et cela libéra les énergies chaotiques des fragments d'âme capturés dans la dimension numéro 1 et numéro 2, connus sous le nom de monde souterrain, dans le champ morphogénétique de la sphère de la Méhentis. Les Elohim intervinrent immédiatement, descendant à travers l'arc de l'Alliance, le portail dont j'ai déjà parlé, refermant la sphère de l'Amenti. Des portions du champ morphogénétique d'Amenti avaient été contaminées par les forces chaotiques de dimension 2, et les Elohim durent séparer la sphère, laissant les portions contaminées dans le champ morphogénétique du noyau terrestre en la dimension 2.
Les portions de la sphère qui n'avaient pas été compromises furent replacées dans l'arc de l'Alliance, dans les bandes des fréquences de la troisième dimension, où la sphère fut à nouveau scellée. Les salles d'Amenti furent à nouveau fermées, et les portions qui restaient dans le noyau terrestre restèrent ouvertes, mais les bandes de fréquence de la sphère qui permettaient le passage vers Tara furent scellées à l'intérieur de l'arc de l'Alliance. Le soir où cette confrontation eut lieu, tous les membres des partis en conflit eurent leur souvenir des événements de la nuit effacés complètement de leur mémoire. Avant cet événement, les Elohim et les prêtres d'Our avaient prévu d'orchestrer l'ascension d'Akhénaton, de sa première femme Néfertiti et de leur fille. Cela devait se produire après que le siège du pouvoir ait été transféré d'Akhénaton à sa quatrième femme, Anki, et à leur fils, par l'intermédiaire duquel le demi-frère Sabaoth acquérait le trône jusqu'à ce que l'enfant Avatar atteigne sa majorité. Les intentions des Elohim étaient de mélanger les perspectives atonistes et ammonistes autour des enseignements templiers originaux de la loi de l'un, grâce auxquels l'Égypte pourrait être unifiée et servir de modèle pour préparer les races à l'ascension. Après la fermeture des salles d'Amenti, ce plan, pourtant, n'était plus réalisable, car les membres de la famille royale ne pouvaient pas monter à Tara tant que la sphère d'Amenti restait divisée en deux. Et donc, des mesures alternatives devaient être prises. Le Conseil syrien avait organisé le transport de la famille royale par vaisseau spatial vers Sirius B après le transfert du pouvoir terrestre. Mais Akhenaton n'a pas vécu assez longtemps pour réaliser cette vision. Et la suite dans le prochain épisode, le volume 2 et fin de l'histoire d'Akhenaton. À bientôt!